Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à vous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je vous remercie de suivre ma présentation, de vous abonner sur notre chaîne, de mettre un like avec votre pouce afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes, d'inviter vos amis à s'abonner afin de recevoir les notifications une fois que nos vidéos sont postées pour les suivre. Voilà, de souscrire au membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Je fais une vidéo qui s'intitule l'AES, ou Confédération des États du Sahel. Les médias d'État, un instrument puissant d'intégration. Voilà. Les médias d'État, un instrument puissant d'intégration. Voilà. Je rappelle brièvement ce qu'est l'AES. L'AES, c'est la confédération, donc juste en dessous de la fédération, la confédération des États du Sahel. Donc, c'est une confédération qui est née suite à la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger de partir, de quitter la confédération parce que ils se sont aperçus que je veux pas être désagréable. Disons qu'il y avait 3 ou 4, à l'époque c'était 4 États, 5 même d'ailleurs. On peut dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Nigeria. Bon. Qui, je dirais, manipulés ou pressés par une puissance coloniale que la France, avaient envisagé de faire une intervention militaire au Niger et en prenant ce qu'ils ont appelé des sanctions. Je ne sais pas comment on sanctionne des gens sans avoir même discuté avec eux. Ils ont appelé ça des sanctions. Donc en l'occurrence le Nigeria qui a un barrage parce que le Niger a renoncé à construire lui un barrage. Le Nigeria s'est retrouvé à couper le courant au Niger et les enfants sont morts dans les couveuses, dans les hôpitaux. Je vous passe le reste des conséquences dramatiques d'une telle décision, les blocages des camions au niveau du Bénin, les gens qui ont perdu toutes leurs marchandises, et les pertes pour l'économie nationale étaient colossales, le gel des fonds, bref. Je n'aime pas trop revenir là-dessus parce que le contexte est en train de changer progressivement. Le départ de Macky Sall, le départ de Akufo-Addo ont sonné un autre son de cloche. La Sierra Leone et le Libéria, et aujourd'hui on a vu le Sénégal au Mali, on va revenir là-dessus dans une présentation, on fait sonner un autre son de cloche. Je pense que ça là, ça permet de reconstruire progressivement les relations entre les pays de l'AES et leurs frères de l'Afrique de l'Ouest. Parlons de ça comme ça. Donc, suite à ça, le Mali, le Burkina, le Niger ont formé une alliance militaire qui s'appelle l'alliance de l'Iptako-Gourma. Donc l'Iptako-Gourma, c'est une sorte de carrefour entre les 3 pays qu'ils ont dénommé l'alliance de l'Iptako-Gourma, qui est une alliance, une charte militaire qui disait que voilà, en cas d'intervention sur un des territoires d'un des pays, il fallait s'attendre à une guerre de haute intensité, qui sont les propos du capitaine Ibrahim Traoré. Donc la guerre de haute intensité allait permettre que voilà, les pays de l'Iptako-Gourma se fassent respecter, comme on dit dans le jargon. Donc, suite à ça, donc, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont partis de la CEDEAO. Voilà. Je pense que c'est la décision que Laurent Gbagbo aurait dû prendre dans les années 2010. Il n'a pas été, comme on peut le croire, un as de la diplomatie ou des questions de sécurité. Je l'avais dit en privé, même si je soutenais, je m'étais investi à fond pour sa libération. Ça m'a valu beaucoup d'ennemis. Bon, j'ai appris à ne pas toujours dire certaines choses. Je pense qu'il y a aussi parfois l'émotion qui font que les gens réagissent différemment. Voilà. Mais la vérité de l'AES se démontre aujourd'hui. Ils sont partis de la CEDEAO, ils ont créé la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et cette Confédération de l'Alliance des États du Sahel là travaille chaque jour à éviter les écueils qui ont gangréné ou qui ont fragilisé la CEDEAO. Ça veut dire que
quand vous êtes un Nigérian, vous prenez l'avion, vous atterrissez dans un hôtel sénégalais ou ivoirien, vous allumez la télévision de la Côte d'Ivoire, la RTI ou la RTS, vous voyez plus des reportages sur la France, sur la Belgique, sur l'Allemagne, sur l'Angleterre, que vous n'en voyez sur les autres pays de la CEDEAO. Par exemple, le Nigeria, qui est votre pays d'où vous venez. Et vous vous demandez comment. Parce que nous, on est les enfants qui avons grandi en France quand la construction européenne se faisait. Quand on avait besoin encore d'un visa pour traverser, aller dans les pays voisins. Nous avons connu ça. On avait des frères, mon frère Yves, qui est ici là. Il fallait aller voir, s'il fallait aller voir Yves à Mannheim, en Allemagne, où il vivait, il avait besoin d'un visa. Hein. Nous, on a connu ça en Europe. Il fallait prendre le train, je crois, arriver à Strasbourg, là, faire certaines formalités pour les Africains avant de traverser. Mais aujourd'hui, la construction européenne a fait qu'on a levé entièrement les frontières. Et pour que cela soit possible, nous avons vu en Europe comment cela s'est fait. Les Européens ont commencé à créer des chaînes publiques qu'on appelle Euronews. Hein, nous avions vu Euronews. Donc, quand on regardait Euronews, on commençait à avoir les informations sur Helmut Kohl, sur Gerhard Schröder, après lui, et Angela Merkel après. On regardait ça, on voyait les informations sur ce qui se passait en Espagne, avec, comment on appelle encore le premier ministre espagnol, José María Aznar, je crois, c'est lui. Non, après lui, Aznar, il y a eu un autre là, qui était le socialiste là. On voyait tout ça. Donc, on voyait l'Angleterre avec Tony Blair, Gordon Brown, etc., etc. Donc, on a commencé à avoir une compréhension des affaires publiques européennes. En plus, quand on était étudiant, on avait des cours de droit européen, de droit public européen, etc. D'ailleurs, nous, mon professeur à l'époque s'appelait M. Tiklistiras Stravos. Hein. Et ensuite, il y a eu M. Jean-Claude Boulard, qui avait été énarque et conseiller d'Houphouët-Boigny, qui était revenu en France, qui s'était lancé en politique, qui était devenu député. Avant, il était d'abord maire adjoint du Mans, et puis après député, et plus tard, il est devenu, de regretter mémoire, député sénateur, maire, voilà, choses comme ça. Donc, on voit tout ça. On a vu les chaînes comme Arte et la 5. Arte, c'était plus le soir, la 5, c'était dans la matinée. C'était les chaînes qui montraient beaucoup de documentaires, beaucoup de reportages aux Français sur l'Allemagne, la vie des Allemands, l'écologie en Allemagne, l'agriculture allemande, les problèmes économiques au Portugal, etc. L'intégration de la Pologne, les débats croisés où on recevait sur les mêmes plateaux des Polonais, des Roumains, des Français, des Italiens, etc., etc. Romano, comment il s'appelle le premier ministre italien, Romano Rossi, ou c'est Romano Rossi, etc., Berlusconi. Donc on voyait ça. Donc ça a permis à la population d'ingurgiter la construction européenne. Ça veut dire que de manière cognitive, c'est-à-dire que dans le subconscient, c'est construit progressivement dans le subconscient des populations vivant en Europe, la notion qu'ils appartiennent à un ensemble commun. Ils appartiennent à une communauté de destin, comme on dit. Et donc, ils ont le même destin. Et donc, ils doivent apprendre à travailler ensemble, à vivre ensemble, à réaliser des choses ensemble. Nous avons vécu ça. Nous avons vu le rôle de ces médias-là, Europe 1, Euronews, Arte, la 5e, etc., etc. Plein d'autres chaînes. Je ne veux pas tous les citer. Plein d'autres chaînes. On a vu comment ils ont travaillé, ils ont fait un travail. Hein, donc, il y a eu ça. Et il y a eu d'autres choses dont je vais parler peut-être vers la fin. Je vais toucher un mot, l'éducation, la culture, tout ça. Mais ce que nous on constate aujourd'hui, c'est que les pays de l'AES, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, sont décidés à construire une confédération. Et j'observe, parce que comme je vous ai dit, moi je regarde beaucoup les médias africains. En tout cas, je me suis donné pour objectif, dans les 10 années qui viennent, de regarder beaucoup, au moins pour moitié, les médias africains. Parce que je regarde quand même les médias ici, où il y a beaucoup de... Il y a, certes, des programmes éducatifs ont baissé, mais il y en a encore. Je regarde les Al Jazeera, je regarde pas mal de médias, mais je consacre au moins la moitié de mon temps à regarder les médias, où qu'ils soient en Afrique. Et quand vous regardez les médias où qu'ils soient en Afrique, c'est où vous apercevez
l'impact du mensonge médiatique sur nos populations, la manipulation médiatique sur nos populations. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'est de la RD Congo. Allez, il y a une narrative créée justement par les médias français qui tendaient à dire que Kagame envahissait le Kivu pour... L'autre là m'a fait rire, c'est la meilleure. Parce qu'il voulait piller les minéraux. Qui n'est rien, il n'en est rien du tout. Mais parce que les gens regardent France 24, ils regardent RFI. Je n'ai rien contre, hein, mais ils regardent ça et ils prennent ce qui est dit là-bas pour les vérités de l'évangile. Or, quand moi je leur ai demandé sur ma page Facebook, est-ce qu'il n'y a pas les médias au Congo? Et j'ai commencé à poster ce que les médias congolais, les médias rwandais, les médias ougandais, les médias tanzaniens, les médias kenyans, le traitement de l'information qu'ils avaient, tout le monde s'est rendu compte que, voilà, ils avaient tout faux. Ils avaient tout faux. Nous avons regardé, j'ai posté sur ma page, quand on voyait un monsieur comme Kamitatu, qui est un vieux homme politique, qui a commencé à faire la politique avant que Tshisekedi, qui est du Katanga, qui connaît les problèmes qu'affronte l'Est de la RD Congo. Quand il est sorti, vous avez entendu même ce qu'il a dit. Il a dit ce que j'avais dit dès le premier jour quand je répondais à une avocate française basée au Cameroun, sinon la plus influente des avocates françaises basées au Cameroun. Je lui ai répondu poliment, mais je lui ai porté la contradiction. Et j'ai été rejoint par une des leaders de la société civile du Rwanda, sur son mur, qui est son ami d'ailleurs, qu'il avait invité au Rwanda, qui lui a dit que ce n'est pas aussi facile que toi tu allais lui dire. Parce que ce que le monsieur dit, ça make sense. Et quand Kamitatu a fait sa sortie, j'ai partagé. Tout le monde a compris ce que Kamitatu a dit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, l'impact des médias en termes d'éducation, en termes de formation d'une conscience, en termes d'information et de formation de l'opinion publique et c'est surtout pour ça que j'admire ça. C'est-à-dire que de casser cette narrative que souvent les grands médias qui nous ont vendu, qui est toujours au moins à 90% du mensonge. Hein? Les gens sont venus en s'étonnant qu'il y avait des mercenaires en RDC, comme s'ils ne connaissaient pas. Ces mercenaires-là traînaient là depuis 1 an. Vous pensez que leurs médias ne connaissaient pas ces mercenaires-là? Vous pensez que leurs médias européens ne connaissaient pas qu'il y avait ces mercenaires-là là-bas? Ces mercenaires pilotaient des Sukhoi. Alors que c'est les mêmes médias, quand Gbagbo avait pris des Biélorusses pour piloter les Sukhoi, ils avaient fait tout un ramdam. C'est les mêmes médias qui voyaient des mercenaires de Wagner partout dans l'AES. Donc c'est de ça qu'il s'agit. En fait, ce que je voulais dire, ce n'est vraiment pas des attaquer, mais je vais dire que les médias publics dans l'AES participent à la défense. Hein, de la même manière que vous avez des soldats et des VDP sur le terrain, les médias publics dans l'AES aussi, ce sont des... Je ne dis pas ça pour leur faire la cour, hein, peut-être parce que vous ne me verrez jamais ni sur la RTB, ni sur l'ORTM, ni sur la RTN. Je ne suis pas un... J'ai tout, mais je n'ai pas cette âme de courtisan, là, de courtiser. C'est tous les jours, les gens m'appellent, mais on t'attend dans l'AES. Mais malheureusement, c'est mon point faible. Chacun a un point faible dans la vie. Je connais pas faire ça, me déplacer pour aller là-bas. Je ne sais pas. Ça me colle dans la peau. J'ai travaillé pour ATT pendant 12 ans. Mais malgré toutes les invitations qu'ATT a fait, je n'ai jamais mis les pieds au Mali. C'est pas que je n'aime pas. Mais parce que je n'avais pas l'impression que bon, je vais là-bas parce que je veux qu'on me donne l'argent. Non, non, non. Et que je me rappelle même toujours, la première fois que je discute avec ATT, je ne sais pas, l'argent glisse dans ses mains, ça tombe à terre. Je ramasse l'argent, je lui remets. Il dit que non, 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 petit frère, garde ça pour toi. Et je lui dis non, je n'en veux pas et je remets ça à quelqu'un d'autre. ATT, il m'a regardé avec des gros yeux. Il est mort, paix à son âme. Donc, nous devons commencer, c'est-à-dire que les médias de l'AES, la RTN, je crois que c'est la radio-télévision du Niger. Hein, il y a un autre média qui est Radio-télévision du Sahel. Au Niger, la ou c'est télévision du Sahel, hein, au Niger. Je regarde les deux là. Vous avez l'ORTM, Office de radio et télévision du Mali, donc qui est radio et télévision. Donc moi je regarde, bon, j'écoute peut-être pas la radio parce que les programmes sur la radio sont en langue locale, peut-être en Bambara, peut-être dans une autre langue que je ne comprends pas. Donc je regarde le journal, la télévision malienne. Ma présentatrice préférée, Kadidja Koné, j'apprécie, j'admire beaucoup quand elle présente le journal, voilà, j'admire aussi
Quand tous les autres présentent le journal, je regarde les reportages de Tamsi Diabaté, etc., etc. Je regarde la RTB. Oula, la RTB, franchement, c'est suite, quoi. Non, je regarde la RTB, ils ont vraiment une densité de... Je dis pas ça pour faire la comparaison, mais quand on regarde les trois médias là, la RTB a vraiment une densité de programmes, franchement, que j'admire beaucoup. Donc, je regarde cela avec plaisir. J'apprends beaucoup. Je partage beaucoup dans les groupes de journalistes camerounais. J'éclaire régulièrement la lanterne des journalistes camerounais sur l'actualité, soit en faisant des voices, soit en ayant des appels téléphoniques avec eux pour les éclairer. Et donc, eux aussi me remontent beaucoup d'informations. Et moi aussi, je les éclaire énormément sur ce qui se passe. Donc, on partage énormément ce qui se passe dans l'AES, et ce qu'on voit sur la RTB, ce qu'on voit sur le Mali, ce qu'on voit sur le Niger. Et c'est inspirant. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien comment ces médias amplifient l'action gouvernementale sur la politique de l'eau, sur la politique agricole, sur la politique sécuritaire, sur la politique d'aide humanitaire aux personnes déplacées, au retour des déplacés, aux négociations avec les groupes armés pour leur intégration dans les DDR. J'ai regardé toutes les vidéos de les généraux de corps d'armée, Ismaël Ouagé, comment il procède, etc., etc. Et, bon, je ferai un direct là-dessus. Je pense que c'est ce qu'il devrait faire et c'est ce que, quand vous entendez en Afrique de l'Est, c'est ce qu'on repose à Tshisekedi. On lui avait dit, écoute, si tu penses vraiment qu'il y a des bandes armées, tu négocies avec le M23, tu les réintègres dans l'armée et tu les disperses. Voilà. Ça permet, voilà, tu les envoies un peu plus loin du Kivu où ils sont, etc. Bon, si tu ne l'as pas fait, il y a presque 10 ans, c'est que tu n'avais pas la volonté de le faire. On a vu sur l'ORTM comment le colonel Ismaël Ouagé est en train de le faire, etc., etc. Donc, comment ils gèrent les accords, des différents accords, plateformes qu'ils ont pour essayer de ramener la paix, pour essayer de réintégrer les gens dans la République, etc., etc. Donc, c'est des choses importantes. Maintenant, ce qui est important, c'est que l'AES doit réussir la construction d'une confédération centrée sur les peuples. Centrée sur les peuples, ça veut dire quoi? Que les peuples apprennent à se connaître. Que les peuples apprennent à se connaître. Que les peuples apprennent à s'aimer. Que les peuples apprennent à travailler ensemble. Et ça, c'est pas une affaire de rencontre de chefs d'État. D'ailleurs, c'est ce que j'admire beaucoup. On voit de moins en moins de chefs d'État. On voit plus comment les ministres travaillent entre eux via des comités interministériels. Maintenant, on aimerait qu'au-delà de voir comment les ministres travaillent entre comités interministériels, qu'on voit comment, ce qu'on peut appeler les chambres consulaires, les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, etc., etc., commencent à travailler entre eux dans l'AES. Que par exemple, le président de la chambre de commerce du Mali rencontre celui du Niger, rencontre celui du Burkina, et qu'il y ait un événement placé peut-être sur la tutelle du ministre du Commerce et des ministres du Commerce et de l'Industrie, pour qu'ils puissent commencer à travailler ensemble, créer des bases de données, créer des échanges, créer des salons qui tournent, qui fassent un an au Mali, l'édition prochaine au Burkina, l'édition prochaine au Niger, qui sont des grandes rencontres des affaires internationales sur l'agro-industrie, sur le textile, sur la transformation des produits locaux, sur l'agriculture, etc. Par exemple, si l'AES avait 100 millions d'habitants, créer un grand salon d'agriculture, le salon de l'agriculture deviendrait le plus grand salon après celui du Nigeria. Donc, créer une grande foire, etc., etc. On aimerait voir ça. On aimerait voir la compréhension des programmes scolaires, par exemple, parce que l'école permet, et l'apprentissage ou la formation professionnelle permet de préparer les hommes, de construire le capital humain. Human capital, comme on dit en anglais. Et la construction de ce capital humain, c'est ça qui garantit que demain, vous avez une réussite. Ça veut dire qu'on aimerait voir, par exemple, des programmes scolaires où les télévisions nous font des reportages sur des enfants qui ont eu leur bac au Burkina, qui sont allés faire leur université au Niger, ou qui ont eu le bac au Niger, qui sont allés faire une école de médecine au Mali, ou qui ont eu un bac au Mali, qui sont venus faire une école d'ingénieur au Burkina Faso, etc. Des programmes, parce que c'est évident. Je prends un exemple. La coopération entre le Cameroun, par exemple, et ses voisins, je dirais le Tchad ou la Centrafrique, n'est pas des meilleurs. Mais au moins, quand vous interrogez les peuples, quand vous interrogez les Tchadiens, ils aiment le Cameroun. Pourquoi? Parce que la grande partie des étudiants tchadiens ont été formés au Cameroun. Même le Niger, dont on parle, mais je ne veux pas citer les noms ici, j'ai des amis qui me disent « Ah, vraiment, on t'a entendu, vraiment, c'était tellement, tu as bien parlé du Niger. On a couru ici en Europe, on allait voir l'ambassadeur du Niger, mais
On s'est assis, c'est lui qui a commencé à nous parler du Cameroun. On lui a dit, mais comment vous parlez du Cameroun comme ça? Il dit, ah, il a fait son université au Cameroun. Voilà. Il a étudié jusqu'à avoir sa maîtrise au Cameroun avant de rentrer au Niger. Parfois, il avait sa maîtrise au Niger, il est venu faire sa thèse au Cameroun. Voilà. Donc, c'est ça le rôle de l'école. Vous avez Faustin Touadéra, c'est au Cameroun qu'il a fait sa thèse doctorat et son cycle de recherche. Donc, on a besoin que ce qui se fait déjà de bien est là. Quand vous regardez la RTN, vous avez le journal de la défense sur la RTN de ce qui se fait au Burkina Faso, au Mali. Quand vous regardez la RTB, vous avez le journal des forces armées de ce qui se fait au Niger, le bulletin de défense de ce qui se fait au Niger, au Mali. Et quand vous regardez l'ORTM, vous avez le bulletin de défense de ce qui se fait, le compte rendu de ce qui se fait au Burkina et au Mali. C'est bien au niveau sécuritaire parce que les gens sont informés de ce qui se passe en question sécuritaire dans la charte. Maintenant, on a commencé à constater que, que dans les pays de l'Ouest aussi, il y a le tourisme qui se développe. Donc, vous avez des foires, vous avez des salons qui sont en train de se développer. J'ai vu comment le Mali est en train de relancer le tourisme, signe que la sécurité revient. Donc, avec la relance du tourisme, vous avez vu des Chinois, des Européens dire, voilà, on va venir, c'est fantastique, on va amener du monde, c'est fantastique, ça revient, les peuples ont besoin de recoller les morceaux. Parce que je vous dis bien, entre... pour nous autres qui avons grandi en France, quand tu t'arrêtais à un abri de bus, tu vois une mamie là qui est là. Tiens, d'où tu viens toi? D'où tu viens toi? D'où tu viens? Dis-moi, je viens d'Afrique. Ah, tu viens d'Afrique? Tu n'es pas du Sénégal? Tu dis non, non, non. Bon, tu es du Mali alors. Bon, quand on était là, quand souvent on était en groupe 5 comme ça, s'il y avait un Sénégalais ou un Malien, sa soirée était gâchée, quoi, parce qu'on ne le lâchait pas jusqu'au campus. On était mort de rire sur lui. Et il répondait, bah, vous savez, les tirailleurs sénégalais, ils ont fait du bon travail ici en France, et tout, et tout, et tout. Pour rire, mais pour dire qu'il y a une relation très profonde entre les peuples européens et les peuples africains. Maintenant, au niveau des leaders, c'est deux choses différentes, parce que vous avez des groupes d'intérêt qui entrent en compte. Pour dire qu'on voit comment le Mali est en train de revenir. Donc, quand vous regardez les télévisions, vous voyez les bulletins de défense, vous voyez les activités touristiques, vous voyez les foires, vous voyez comment les télévisions partagent également entre elles ce que font leurs gouvernements au plan de la relance de l'agriculture, etc., du foncier, de l'immobilier, etc., etc., etc. Mais on aimerait voir, par exemple, je dis ça sans donner de leçon aucune à qui que ce soit, j'aimerais voir les documentaires, moi. Je rêve de regarder plus de documentaires. Parce que c'est avec les documentaires que, les formats documentaires que l'ORTM, que les télévisions en Europe ont pu faire l'intégration. Même ici aux États-Unis, c'est les formats documentaires. Documentaires de 30 minutes, 1 heure. Documentaires de 30 minutes, 1 heure. Et les télévisions en ont la capacité. La RTB a fait beaucoup de documentaires que nous avons partagés, relayés sur le travail de l'armée burkinabé, sur comment l'armée burkinabé ramenait les populations ou secourait les populations qui étaient restées bloquées pendant 4 ans et qui broutaient de l'herbe. Nous avons tous partagé ça sur la toile. J'ai même partagé d'autres sur ma chaîne YouTube, même si après YouTube a dérangé un peu pour le copyright, mais je les ai informés que je reprenais ça, c'était une source militante, c'était une base, un travail militant. Donc, on aurait voir plus ces documentaires-là, voir comment, par exemple, moi j'ai aimé beaucoup un documentaire que j'avais regardé sur la RTB, qui vous montrait comment Thomas Sankara était allé voir son homologue du Niger, à l'époque où il était président du Burkina Faso. Et leur avait donné, je crois, c'était combien d'hectares de terrain en plein Ouagadougou, et lui avait dit de faire venir les Nigériens pour que les Nigériens viennent s'installer là, construisent et s'installent là, parce qu'il avait besoin d'une communauté de Nigériens à Ouagadougou. Donc, c'est des gens qui voyaient déjà loin. J'ai admiré ce documentaire. C'était sur la RTB. Et je crois que c'était sur la RTB quand le Niger avait baptisé un endroit public, une place publique au Niger, du nom de Thomas Sankara. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Et la RTB avait fait donc ce reportage-là, que vraiment, c'est formidable. Le seul problème pour lequel je n'ai pas mis sur ma chaîne YouTube, c'est parce que je crois qu'il y a la musique dedans. Et au moment de poster, ils m'ont dit copyright, etc. Je n'ai pas voulu trop que j'ai beaucoup de problèmes de copyright. Bientôt, ils vont dégrader notre chaîne. Donc, on a mis ça un peu de côté. Donc, vous voyez, on a besoin de ce genre de documentaire sur l'histoire,
sur la connaissance des peuples, sur la compréhension des peuples, sur la mobilité, pourquoi les peuples bougent entre eux. Est-ce que c'est l'agro-pastoral, l'élevage? Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est le commerce? Est-ce que c'est etc., 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 etc. On a besoin de voir ça. Au-delà de l'actualité des dirigeants, mais également l'actualité des peuples. Quel est le commerce qui se passe entre le Burkina, etc., et le Mali, et entre le Mali et le Niger, etc., etc. On a besoin de voir ce qui se passe sur les corridors routiers, comment les gens circulent, comment les peuples se rencontrent. On a besoin de voir, par exemple, des expériences où quelqu'un pourrait prendre sa caméra, partir de Bamako, rouler sur la route, arriver jusqu'à Niamey, en passant par Ouagadougou. Qu'est-ce qu'il a filmé en route? Qu'est-ce qu'il a vu les gens manger, etc., etc. Je veux dire que les médias, là, c'est eux qui seront le formidable outil d'intégration. Et à partir du moment où ils vont faire ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, projeter beaucoup de choses, les peuples vont commencer à se connaître. À partir du moment où les peuples commencent à se connaître, l'intégration est facile. Les politiques, ou comme au sens de policy, pas d'homme politique, mais de policy, donc les stratégies de gouvernance des États, hein, ça permet de les comprendre, de les connaître et que les peuples les assimilent tout de suite. Hein, je recommande, pour ceux qui le peuvent, mais c'est un peu cher, mais d'acheter les 4 tomes du livre de Xi Jinping, le président chinois, et de les lire. The Governance of China, la gouvernance de la Chine. C'est mon livre de chevet en ce moment. Et vous apprenez beaucoup de choses sur la Chine, comment elle a construit un pouvoir décentralisé, hein, en ressortant le génie des peuples. Voilà. Comment est-ce qu'ils ont fait ça avec le Parti communiste? Ce serait long d'aller là dans les détails, mais si vous achetez le livre, vous lisez, je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. C'est le meilleur. Hein, je dédie vraiment cette vidéo à tous nos frères des médias du Burkina, du Mali, du Niger. Au Niger, c'est la RTN. Au Burkina, c'est la RTB. Et au Mali, c'est l'ORTN. Voilà. Je leur dédie vraiment cette vidéo-là. Continuez à faire ce que vous faites. Sachez qu'on vous suit. Et sachez que l'intégration, là, rapide, passe par vous. Comme je dis encore, vous quittez prenez l'avion de Abuja, où vous vivez. Vous allez à Dakar, au Sénégal, vous ne voyez rien à la télévision qui ressemble à votre pays. Vous allez à Accra, au Ghana, vous ne voyez rien. Vous allez à Conakry, vous ne voyez rien. Mais aujourd'hui, au moins, si vous êtes de Niamey, vous prenez un avion pour aller à Ouagadougou, vous êtes sûr que dans le journal ou la télévision, vous voyez des programmes. Donc, il faut créer des programmes. Ça peut être des programmes comme on avait en France à l'époque Interville. Il y avait un programme en France qui s'appelait Interville, où les villes faisaient des compétitions entre elles. Pourquoi au niveau de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, on ne ferait pas un programme comme ça, comme Interville, où des villes compétissent, ça peut être sur tout et sur rien. On trouve un moyen où les gens compétissent, challenge, fraternisent. Là, ça a lieu dans telle ville accueille les gens qui arrivent. C'est peut-être 3 villes par État, ça fait 9 villes qui compétissent, etc., etc. Ça commence. Par exemple, ça peut être le tournoi de lutte dans l'arène de lutte de Niamey au Niger, qui ne deviendrait plus un tournoi nigérien, mais qui deviendrait rapidement un tournoi de la Confédération des États du Sahel. Par exemple, ça peut être un championnat de football de jeunes. On voit que les ministres de la Culture et les jeunes sont très actifs dans ces régions-là. Par exemple, ça peut être au niveau des chambres de commerce, la mise en place des normes, par exemple, des normes au niveau de la... Il y a énormément de possibilités, énormément. Ça peut être la mise en place des bases de données, comme l'Europe a fait avec Eurostat. Ça permet aux entrepreneurs, aux instituts de conjoncture de travailler rapidement. Bref, il y a tellement de choses. Et ces choses-là, souvent, doivent être portées par les médias, parce que c'est quand ces médias-là vulgarisent, parlent, que les acteurs qui vous regardent, vous voyez bien qu'on vous regarde depuis Chicago aux États-Unis, il y en a qui vous regardent depuis Hong Kong, il y en a qui vous regardent depuis Singapour, il y en a qui vous regardent depuis Londres, il y en a qui regardent. C'est ça qui permet que les gens, petit à petit, puissent commencer à s'intéresser à l'AES et à commencer à la voir comme une terre d'opportunité pour les investissements et les investisseurs. Voilà, ma vidéo s'arrête ici. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable journée. Hein. Mettez un like sur la vidéo si vous l'avez aimé. Partagez-la sur votre mur. Abonnez-vous et invitez vos amis à s'abonner pour ne manquer aucune notification. Souscrivez à notre membership ou faites un thank you pour soutenir le développement de notre chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée. Le meilleur ici est à venir. Prenez soin de vous. Bye bye.